pour le premier apéro du droit européen de cette année académique. Alors cet apéro porte sur une question brûlante d'actualité qui nous touche tous au quotidien, la pandémie de Covid-19. La crise du Covid-19, comme d'ailleurs toutes les crises auxquelles l'Union est ou a été confrontée, est multiple. Elle est bien évidemment sanitaire, économique, sociale, politique, voire même démocratique. Et donc forcément, une telle crise ne peut que mettre sous tension le droit de l'Union européenne et les exemples sont très nombreux. On peut penser à la libre circulation des personnes et à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux questions relatives à l'état de droit, qui se sont aussi invitées dans le débat actuel, aux finances publiques ou encore au domaine des aides d'État. Mais l'un de ces domaines est sans conteste celui des soins de santé et des différents moyens mis à disposition de l'Union européenne pour agir. La question que l'on souhaitait poser ce soir est la suivante. Est-ce que l'accroissement des compétences de l'Union européenne en matière de soins de santé pour faire face à une crise sanitaire est nécessaire ou, au contraire, constituerait une ingérence dans les responsabilités des États membres? Le thème touche à de très nombreux principes du droit de l'Union européenne, comme les principes d'attribution des compétences ou de subsidiarité, mais aussi celui tout aussi fondamental de la solidarité qui est censé exister entre les États membres de l'Union et leur peuple. De cette question, nous sommes ravis d'accueillir deux orateurs, spécialistes du droit de l'Union avec une connaissance particulière en matière de soins de santé. Madame Denis, professeure à la faculté de droit et de criminologie de l'Université libre de Bruxelles et présidente du Centre de droit européen, et Monsieur Loup, avocat au barreau de Bruxelles. Et nous les remercions chaleureusement. Avant de leur céder la parole, je souhaiterais également remercier les organisatrices de cet apéro du droit européen, Estelle Volkansek, Camille Rutten et Arek Navasartian. Je vous demanderai pendant la durée de cet apéro de couper votre micro et votre caméra. Nous ouvrirons la discussion après les interventions et à ce moment-là, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez utiliser l'option lever la main à côté de votre nom et vous manifester dans le chat si vous préférez. Une fois que la parole vous aura été attribuée, vous pourrez alors réactiver votre micro et ou votre caméra. Je vous remercie de respecter ces quelques consignes que ce format nous impose. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Madame Denis. Je dis, est-ce que c'était pas Monsieur Loup qui devait commencer pour exposer tous les problèmes et qu'après moi, je voyais les réactions? Oh oui, on peut également faire dans ce sens. C'était comme ça que le programme nous avait été, donc pour pouvoir réagir aux différentes difficultés qui avaient été énoncées par Olivier Loup, de voir quelles sont les réponses que peut apporter l'Union dans ses compétences actuelles. C'était plutôt dans ce sens-là qu'on l'avait envisagé. Eh bien, alors, Monsieur Loup, vous pouvez... Voilà, oui, je vous remercie, Madame la présidente de séance, et je souhaite le bonsoir à tous les participants qui nous ont rejoints. Il m'a été donné, je remercie les organisateurs de cet apéro du droit, il m'a été demandé de partager avec vous quelques expériences en matière de, je vais dire, gestion hospitalière au plus fort de la crise, parce que dans mon activité professionnelle, j'accompagne des hôpitaux qui ont été confrontés dès le mois de mars 2020 à d'énormes difficultés auxquelles ils ont pu faire face avec en prenant beaucoup sur eux, en mobilisant les équipes, en organisant énormément de choses en situation de crise. Alors les hôpitaux, je connais surtout la situation des hôpitaux belges,
c'est de celle-là que je parlerai. L'organisation, ils sont aguerris, ils ont des plans de sécurité, des plans d'urgence, etc. Mais cette fois-ci, ça a été d'une ampleur telle qu'il a vraiment fallu mobiliser beaucoup d'énergie et surtout faire face à un certain nombre de défis. Les premiers défis auxquels il a fallu faire face, c'est l'organisation du travail, le système de cohorte en divisant les services, les équipes médicales, les équipes administratives par deux, avec une présence sur place et puis une présence à domicile. C'était les prémices du télétravail avec des renforts informatiques, etc. Donc, toute une logistique, je vais dire, pour faire face à l'ampleur de la crise qui est inédite et surtout qui avait cette spécificité de mettre à contribution tous les hôpitaux en même temps. Habituellement, on a des plans catastrophes qui peuvent être activés très rapidement et les services sont formés à cela, bien évidemment, et heureusement. Les services d'urgence, les services de réanimation, soins intensifs, etc. sont formés à des situations de crise, mais habituellement, la situation de crise est ponctuelle, une catastrophe à proximité ou dans la proximité de l'hôpital et on active des plans catastrophes d'un hôpital. Ici, c'est l'ensemble des hôpitaux qui ont vu leur plan catastrophe activé et dans des conditions de logistique très difficiles. Et j'ai pointé dans l'expérience que j'ai vécue avec eux pour les accompagner plus sur le plan juridique et faire face aux défis qui se présentaient à eux, certaines situations problématiques découlant de règles de droit européens qui ont le mérite d'exister, mais qui n'étaient peut-être pas assez clairs ou en tout cas assez simples à mettre en œuvre dans des conditions de crise comme on les a rencontrées. J'en veux pour preuve toutes les difficultés. Bon, on connaît en tant que citoyen les difficultés qu'il y a eu au début de la crise pour le choix des masques. On parlait des masques FFP2, les masques buccaux ou chirurgicaux, les masques papier, les masques de tissu, plus des masques de confort. Et il est très vite apparu, c'était la première barrière sanitaire à mettre en œuvre, y compris pour les équipes hospitalières. On nous a parlé très vite de distanciation sociale, de respect du port du masque, même si certains, surtout en Belgique, ont douté de l'efficacité du port du masque, mais en tout cas, c'était certainement pas vu comme ça au niveau des équipes hospitalières. Mais le mécanisme d'approvisionnement a été très compliqué au tout début de la crise et je pense que il faut saluer l'Union européenne en a été très vite consciente puisque dès le 13 mars 2020, il existait déjà une recommandation de la Commission européenne prise sur base de l'article 292 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de les procédures d'évaluation et de conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le Covid-19. Pourquoi je parle de cette recommandation? C'est parce que dans les premières semaines de la crise, donc nous sommes au mois de mars, au mois d'avril, il a été très difficile pour les hôpitaux de s'approvisionner en moyens médicaux, en dispositifs médicaux ou en équipements de protection individuelle. Le grand public a surtout eu connaissance des masques, mais il faut aussi savoir qu'il y a eu des difficultés au niveau des gants, des combinaisons de protection, des lunettes de protection ou encore de différents dispositifs médicaux. Et c'était le cœur du plan mis en œuvre pour soigner la population et surtout ne pas exposer le personnel médical, parce que si le personnel médical n'était pas suffisamment protégé, eh bien évidemment il ne pouvait pas apporter les soins nécessaires à la population. Il y a eu également la problématique de tous les respirateurs qu'il a fallu trouver sur le marché parce que c'était un des moyens les plus efficaces de pouvoir soulager les patients atteints du Covid et de les mettre dans un coma artificiel avec des conséquences aussi en termes d'approvisionnement des médicaments. Et donc tous les secteurs d'activité de l'hôpital, partant du principe que le secteur classique, enfin les opérations classiques, etc., tout cela a été mis en second plan. Tout le monde est monté au front, toutes les équipes soignantes sont montées au front pour soigner les apports de patients souffrant
du Covid, et donc c'est bien de cela que je parle. Et la difficulté a été de trouver sur le marché des masques qui répondaient à des normes européennes. Des normes européennes, il y a deux directives qui existent en la matière. Ce sont deux règlements. Ce sont des normes d'harmonisation. Il y a d'abord un règlement de 2016 sur les équipements de protection individuelle, et puis il y a un règlement d'avril 2017 sur les dispositifs médicaux. Et on s'est très vite confronté à une difficulté, en ce sens que les masques dont avaient besoin les équipes soignantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le masque FFP2, ce qui est un peu en bec de canard, un masque blanc en bec de canard, soit vertical, soit horizontal, c'est de cette manière-là qu'on les reconnaît, eh bien, n'étaient pas soumis aux mêmes règles, parce que ce sont des dispositifs de protection individuelle qui dépendent d'un ministère, et les masques buccaux, les masques chirurgicaux, ce sont les masques bleus généralement qu'on trouve, qu'on a trouvé sur le marché, que la population est munie maintenant. C'est le règlement sur les dispositifs médicaux qui est censé réglementer la question, et c'est un autre ministère qui est compétent. Et donc on s'est retrouvé, en tout cas en Belgique, peut-être que c'est mieux organisé dans d'autres pays de l'Union, mais avec des difficultés d'identifier quel masque répondait aux normes européennes. Alors les règlements ont le mérite d'exister, tout cela est balisé avec des organismes notifiés ou des organismes d'évaluation de la conformité. Tout ça est censé répondre à une belle mécanique sur au niveau du marché, mais malheureusement on a dû déchanter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable jungle. Je n'hésite pas à donner le mot. Vous savez tous que l'approvisionnement, l'Union européenne a dû se tourner vers un approvisionnement en Asie, en Chine, et on s'est retrouvé avec des vendeurs potentiels qui pouvaient vendre. Bon, on était quand même en situation de pénurie, donc ça a été très difficile. Je ne vous parle pas du prix du masque qui a fait x4 en quelques jours. Donc quand on doit acheter des milliers constituer des stocks, parce qu'en plus, en tout cas en Belgique, on avait eu la bonne idée de détruire les stocks stratégiques qui n'avaient pas été renouvelés, qui n'étaient plus, qui avaient été atteints par une date de péremption, et que apparemment personne au niveau fédéral n'avait pensé à renouveler. Donc difficultés complémentaires. Et je souhaitais vous parler de cela parce que les textes existent, les règlements sont là, mais leur mise en pratique est terriblement compliquée pour les acteurs économiques. Et je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir peut-être, dans la suite des exposés. Madame la professeure Denis abordera certainement la question avec toutes les dispositions de droit européen qui permettraient d'améliorer les choses. Mais je pense la base, effectivement, est de pouvoir harmoniser, coordonner, etc., mais aussi fondamentalement de penser aux acteurs économiques et de les aider à faire des choix, parce que les services d'approvisionnement des hôpitaux et tous les hôpitaux ont été confrontés aux mêmes difficultés, donc c'est pas particulier à un seul hôpital, mais la difficulté de savoir si les masques qui étaient proposés à la vente, et les hôpitaux ont reçu des offres d'entreprises de premier plan, etc., les certificats, les éléments, les documents de certification au niveau européen, le label CE qu'on peut voir sur certains dispositifs, eh bien, on s'est rendu compte de la difficulté d'apprécier la validité de certificats. On a des organismes qui sont censés, au niveau européen, certifier des produits mis sur le marché, notamment en Asie, puisque la source était exclusivement asiatique, avec des intermédiaires commerciaux qui proposent aux hôpitaux de leur vendre des masques à tel prix en apportant un certificat tel que l'Union européenne le conçoit, le label CE, et puis finalement on se rend compte que ces organismes de certification, qui sont pourtant agréés au niveau
niveau européen, eh bien, la fiabilité ou en tout cas la portée de ces certificats de conformité eh bien, était largement insuffisante et il a fallu l'intervention des autorités nationales en Belgique, l'autorité fédérale des médicaments et des produits de santé pour dire attention, il y a énormément de certificats qui circulent et qui ne sont pas valables, soit des certificats falsifiés carrément, des faux en écriture, ça je n'aborde même pas la question parce que il est évidemment toujours difficile de se prémunir, mais en tout cas des organismes de certification, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de masques. Ils pouvaient par exemple certifier des dispositifs médicaux, mais pas des éléments de protection individuelle. Et à l'inverse, d'autres organismes de certification pouvaient certifier des équipements de protection individuelle, mais pas des dispositifs médicaux. Et donc on s'est retrouvé, je parle des services d'approvisionnement des hôpitaux, dans une situation tellement complexe où il ne fallait pas simplement s'assurer de la conformité du produit que l'on achetait, mais également s'assurer de la conformité de l'organisme censé délivrer un certificat de conformité par rapport au produit que l'on achetait. Et donc, ça a été terriblement complexe avec quand même avec des conséquences potentiellement graves parce que tout cela touche à la santé publique, à la mise en danger de la santé d'autrui. Donc, les responsables hospitaliers se sont quand même retrouvés en difficulté pour faire les bons choix dans cette jungle réglementaire ou en tout cas de certificats qu'on leur présentait sans avoir aucune assurance que le certificat exprimait bien une conformité par rapport aux produits qu'ils achetaient, et en tout cas que le certificat était lui-même certifié quelque part. Donc c'était vraiment une sécurité en juridique en cascade qui faisait défaut avec toutes les conséquences potentielles que ça peut avoir pour des dirigeants d'hôpitaux ou des dirigeants d'autres entreprises. Ce n'est pas propre aux hôpitaux, mais dès qu'il s'agit de questions de santé, eh bien, munir tout le personnel et des hôpitaux qui travaillent avec 3 ou 4 000 personnes qui sont confrontées à un risque potentiel d'être infectés avec des problèmes de santé que cela peut engendrer, risque au travail, etc., avec des sanctions pénales à l'appui. Voilà, il y a tout un dispositif qui n'était pas suffisamment fonctionnel et opérationnel pour permettre à des acteurs économiques comme le sont les hôpitaux. Ce sont quand même aussi des entreprises économiques qui doivent s'approvisionner, même s'ils font ça de manière très souvent désintéressée, en tout cas pour les hôpitaux publics. Il y a eu d'énormes difficultés à ce niveau-là pour faire les bons choix. Et donc, je pense qu'un point de réflexion qu'il pourrait y avoir dans le cadre de cette crise actuellement, eh bien, c'est une réflexion qui conduirait à assurer une meilleure sécurité juridique du certificat CE, c'est-à-dire que à un moment donné, quand un fournisseur présente à un acheteur un certificat d'une entreprise, j'ai eu le cas avec des organismes de certification en Italie qui étaient censés avoir examiné des masques FFP2, dispositifs dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle, et bien qu'on puisse d'un seul regard, d'un seul clic, je dirais, s'assurer que le certificat qui est produit non seulement correspond bien au masque ou au produit médical qu'on compte acheter, mais en tout cas que l'organisme qui délivre ce certificat est bien reconnu par l'Union européenne pour certifier ce genre de produit. Et je pense que les choses peuvent être faites très simplement. Il y aurait un contrôle quelque part de l'Union européenne. Donc le fabricant chinois produit un masque, il fait appel à un organisme de certification européen, et bien qu'on ait l'assurance que au niveau européen, par une banque de données où les certificats seraient un peu conservés au niveau européen, ces certificats délivrés à des entreprises chinoises, et bien qu'on puisse s'assurer avec un
un code barre ou quelque chose d'une identification très rapide. Que ce certificat est bien valide, que c'est pas un faux en écriture, que il est reconnu par l'Union européenne, il est pour la durée de validité et surtout la portée de ce certificat, que le certificat délivré par tel organisme de certification, on peut être assuré qu'il remplisse toutes les conditions prévues pour avoir une conformité, soit au niveau du dispositif médical, soit au niveau de l'équipement de protection individuelle. C'est finalement pas grand-chose, mais ça à réaliser, me semble-t-il, mais ça apporterait énormément de facilité pour les acteurs économiques d'avoir la garantie de la certification et d'avoir une authenticité, une authentification qui résulte de l'Union européenne elle-même, avec une agence spécialisée, que ce soit l'agence de médicaments ou une autre agence, peu importe, mais en tout cas un label européen qui garantisse que tout est en ordre, un petit peu comme il existe en matière de TVA, où on peut consulter, voir au niveau européen si un numéro de TVA d'une entreprise d'un autre État membre est bien actif et avoir des garanties par rapport à cela, et surtout des garanties qui ne dépendent pas exclusivement du fournisseur ou du fabricant du produit, parce que dans la chaîne d'approvisionnement des hôpitaux, eh bien, les fournisseurs produisaient un certain nombre de certificats, mais voilà, eux-mêmes, fournisseurs européens, n'étaient pas tout à fait certains que le certificat était bien applicable aux produits qu'ils vendaient en tant qu'intermédiaire pour un exportateur chinois. Et donc, ça a posé énormément de difficultés. Je pense que ces difficultés peuvent se retrouver dans le marché d'autres produits également. Ça ne doit pas nécessairement être propre aux problèmes de santé. Voilà un exemple sur lequel on pourrait travailler. Les instruments réglementaires existent, mais je pense qu'il faut davantage penser à leur utilisation par des acteurs économiques qui ne sont pas nécessairement tout le temps outillés en moyens humains ou matériels pour faire la part des choses. Un service d'achat d'un hôpital, eh bien voilà, il doit faire face à beaucoup d'approvisionnement et ils ne peuvent pas être toujours spécialisés dans tous les domaines, et ça serait en tout cas un gage de sécurité juridique de pouvoir se dire très rapidement, ah oui, ben le certificat que le fournisseur m'a produit, je peux m'assurer qu'il répond bien aux standards européens, et je m'en assure non pas simplement sur des bonnes paroles qui sont souvent plutôt commerciales qu'un gage de fiabilité et de sécurité, pas simplement devoir se fier à la bonne parole de l'intermédiaire commercial en Europe ou du fabricant en Chine. Ça améliorerait, me semble-t-il, la libre circulation des produits et l'efficacité du marché, et surtout en période de pénurie où il faut faire face à d'énormes difficultés dans un laps de temps très court, puisque pour les hôpitaux, eh bien, il était évidemment question de vie immédiate, et quand les masques ne sont pas là et qu'on doit soigner des personnes Covid, eh bien, ça engendre très vite des risques pour la santé d'autrui, tout le personnel le médical qui est mis à contribution, et d'autres difficultés aussi pour les respirateurs, puisque là, quand on achète de l'appareillage qui n'est pas nécessairement suffisamment valablement certifié, eh bien, ça peut entraîner aussi des conséquences immédiates pour les personnes qui sont placées en coma artificiel et sous respirateur. Donc, veiller en tout cas à ce que le dispositif mis en place au niveau européen soit étendu et soit prolongé. Il ne faut pas révolutionner les choses, mais en tout cas, il faut peut-être mieux accompagner les utilisateurs et les bénéficiaires finaux de ce genre de réglementation, en leur fournissant les instruments et les outils appropriés pour pouvoir faire des choix de manière très rapide. Deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit également, là c'est plus pour des laboratoires de biologie clinique, donc c'est toute la phase
d'analyse pour vérifier si les gens étaient atteints ou non du Covid, les tests PCR, les tests génétiques, enfin toute la gamme de tests qui ont été qui étaient disponibles sur le marché. Il y a eu également très vite des ruptures d'approvisionnement parce que voilà, ce sont quelques entreprises en Europe qui sont spécialisées dans les kits de réactifs qui doivent être acheminés et vendus aux laboratoires de biologie clinique, que ce soit des laboratoires hospitaliers ou des laboratoires privés, comme on en connaît dans certains États membres qui sont établis en dehors de l'hôpital. Et donc, il a été très difficile également d'assurer cette chaîne d'approvisionnement, non pas nécessairement par pénurie, mais en tout cas par je vais dire des contingents nationaux qui ont été mis en place pour préserver une activité nationale, alors qu'il n'y avait pas nécessairement de situation de pénurie avérée. Et là aussi, c'est sans doute un élément qui pourrait être pris en considération, peut-être se donner un peu plus les moyens de constituer des stocks stratégiques. Et les stocks stratégiques, ça présente un coût, mais le coût peut être très facilement réparti, me semble-t-il, vis-à-vis des hôpitaux ou des laboratoires de biologie clinique en faisant des rotations de stock. Le stock stratégique, une fois qu'on arrive près de la date limite, eh bien, on le fait circuler dans les hôpitaux ou dans les acteurs de soins qui c'est utilisé. Et le marché auquel devraient normalement faire appel les hôpitaux, eh bien, ce marché, enfin, la fourniture du marché est déviée vers la constitution de ce stock stratégique. Donc, je pense que les moyens existent, mais il faut avoir la volonté de les mettre en œuvre et surtout prendre conscience de l'importance que tout cela représente dans des situations de crise comme nous avons vécu. Troisième élément qu'il me semble, auquel nous avons été confrontés aussi au niveau des hôpitaux, eh bien c'est toute l'approvisionnement de la chaîne de médicaments. Et surtout, pas tellement dans un premier temps les médicaments pour apporter des soins, mais en tout cas, très vite, il y a eu pénurie, malheureusement, de médicaments pour maintenir les gens en état enfin les anesthésies, les comas artificiels, etc. Donc il a fallu plonger un certain nombre de gens aux soins intensifs dans des comas artificiels pour les aider à surmonter le virus et avec tous les problèmes au niveau pulmonaire que ça pouvait représenter, eh bien, on s'est confronté à des pénurie de médicaments qui n'ont pas été suffisamment anticipés. Je pense qu'on n'a pas suffisamment tiré les conséquences des crises sanitaires antérieures, que ce soit la crise de la vache folle ou la crise de la grippe H1N1 il y a quelques années. On n'a pas tiré tous les enseignements et malheureusement pour le citoyen, pour le patient, pour les personnes qui ont besoin de soins de santé, on en est venu à devoir utiliser bon, certains ont parlé de médecine de guerre. C'est peut-être un terme très, très fort, mais en tout cas, en termes d'approvisionnement, il a fallu s'approvisionner. En tout cas, l'agence fédérale recommandait à un moment donné de basculer vers des médicaments, des anesthésiques pour chiens et pour chats. Donc, c'est vous dire la problématique auquel des anesthésiants vétérinaires qui ont été utilisés parce qu'il y avait une rupture d'approvisionnement et que ça n'a pas été suffisamment anticipé, régulé. Alors voilà, je pense qu'on prend la mesure de tout cela avec le recul et je vois avec satisfaction que tout récemment, eh bien, l'Union européenne a adopté des textes qui visent au niveau de la santé. Il y a toutes les réflexions au mois de novembre, le 11 novembre, la Commission européenne a publié des instruments sur l'Union européenne de la santé afin de lutter ensemble contre les crises sanitaires pour éviter que se reproduisent dans le futur tous les soucis qu'on a rencontrés au mois de mars, avril et puis encore heureusement dans une moindre
moindre mesure avec le rebond de la deuxième vague, et également, plus récemment, eh bien, le 25 novembre, l'Union européenne a dévoilé aussi sa stratégie en matière enfin, sa stratégie pharmaceutique pour l'Europe, pour essayer quand même de rapatrier en Europe un certain nombre d'industries du médicament et surtout les composants, etc., et ne pas dépendre de pays extérieurs à l'Europe, essentiellement l'Asie, pour ne pas la citer. Et tout ça, je pense que ça participe d'une très bonne réflexion, mais je passe peut-être le témoin à Madame le professeur Denis, qui nous entretiendra de tous ces sujets et des dispositifs qui existent, qui peuvent être améliorés, ou soyons plus innovants et créons de nouveaux dispositifs qui permettront de rencontrer de manière plus efficace tous les problèmes auxquels les acteurs de soins de santé qui ont été en première ligne et dont il faut saluer, je crois, les résultats obtenus, voilà, qui se sont dévoués corps et âme, jour et nuit, etc., pour essayer d'apporter, de contribuer efficacement à la gestion de la crise sur le plan de la santé, qui est quand même un élément fondamental pour chaque citoyen. Je passe volontiers la parole au professeur Denis, si Madame la Présidente m'y autorise. Madame Denis. Oui, alors, démarrer. Alors voilà, tiens, je n'apparais plus, j'ai pourtant démarré ma vidéo. Ah, démarrer ma vidéo. Voilà, normalement je devrais être là, vous m'entendez? Oui, on vous, Par contre, mais on ne vous voit oui, pas. par contre, je peux faire démarrer ma vidéo, caméra FaceTime, démarrer la vidéo. Par contre, je ne sais pas. Ah voilà, voilà, ça y est. Je suis effectivement parmi vous, et donc, après les différents problèmes qui ont été évoqués, les soucis bien concrets qui ont été évoqués par Monsieur Loup, je vais d'une manière plus générale et peut-être aussi essayer à ce propos de répondre à certaines des interrogations, un peu poser la question de savoir qu'a fait l'Union européenne, que fait encore actuellement l'Union européenne face à la pandémie de Covid-19. Alors, on entend deux sons de cloche. Pour certains, l'Union européenne ne fait rien et ne peut rien faire. Pour d'autres, au contraire, elle est à l'avant-poste de la crise et de la lutte contre la crise. Et comme souvent, évidemment, la vérité se situe entre les deux. Alors, comme l'a dit la présidente de séance en présentation de celle-ci, il faut, pour commencer, partir des compétences de l'Union. Il faut déterminer ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire lorsqu'elle est confrontée à une crise sanitaire de ce type. Et donc, comme ça a été précisé au début, je m'intéresse uniquement aux compétences de l'Union en matière de santé. Je n'aborderai pas d'autres aspects qui pourraient faire l'objet d'autres conférences qui sont tout aussi intéressants, mais pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, à savoir les réponses économiques à la crise et toute la problématique de la libre circulation des personnes et des contrôles aux frontières qui ont été instaurés, réinstaurés, supprimés, et où il y a eu pas mal de réglementations de l'Union européenne en la matière. Comme ça a été rappelé, le principe, c'est le principe d'attribution des compétences, et donc l'Union n'agit que dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées, que les États membres lui ont attribuées dans les traités. Et à cet égard, force est de reconnaître que la protection et l'amélioration de la santé publique n'est pas particulièrement bien lotie au sein des traités. En effet, la protection et l'amélioration de la santé humaine fait partie de ces domaines dans lesquels, en vertu des traités, l'Union dispose uniquement d'une compétence pour mener des actions destinées à appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres sans pour autant remplacer leurs compétences. Donc, en matière de santé publique, le principe, c'est que la compétence est une compétence des États membres. On voit tout de suite le hiatus qu'il peut y avoir entre une pandémie internationale et une compétence qui reste nationale. Alors, il y a bien une exception qui a été ajoutée par le traité de Lisbonne qui indique que l'Union européenne dispose d'une compétence partagée, donc elle peut exercer une compétence propre, une compétence à elle-même pour
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. On pourrait se dire, ah tiens, là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, mais c'est uniquement, précise l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les aspects définis dans le présent traité. Ces principes étant définis, ils sont mis en œuvre dans une disposition spécifique à la santé publique, qui est l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, on commence par définir les domaines couverts par l'action de l'Union, en ajoutant, en répétant qu'elle complète les politiques nationales, l'amélioration de la santé publique, la prévention des maladies et des affections humaines, la lutte contre les grands fléaux, l'information et l'éducation, la surveillance, là voilà, on la retrouve, la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. Alors pour ça, l'Union peut uniquement encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire, appuyer leur action. Les États membres sont invités à se coordonner entre eux en consultation avec la Commission, qui peut prendre toute initiative utile à cette. Que sont ces fameux enjeux communs de sécurité en matière de santé publique dans lesquels donc l'Union peut exercer une compétence partagée et donc peut adopter des réglementations d'harmonisation des législations si nécessaire. Cela ne concerne que 3 domaines: les normes en matière de sang et de dérivés du sang, les mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire, et les normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical. Voilà nos dispositifs à usage médical et voilà donc toute la réglementation qui a été adoptée par l'Union en la matière. Les 2 premiers domaines, ça date du traité d'Amsterdam déjà en 1997. Le 3e a été ajouté par le traité de Lisbonne. Alors ici, je voudrais tout de suite signaler que le traité constitutionnel de 2004 avait ajouté un 4e cas qui nous aurait vraiment intéressés parce que aurait dû faire partie des compétences partagées de l'Union, précisément les mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé et l'alerte et la lutte contre celles-ci. Malheureusement, dans la foulée de l'échec du traité constitutionnel, cette 4e hypothèse a été supprimée par le traité de Lisbonne à la demande du Danemark. Ça faisait partie de toutes ces méfiances à l'égard des compétences de l'Union. S'agissant précisément de ces questions de menaces transfrontières graves sur la santé, l'Union européenne peut uniquement, en vertu du paragraphe 5 de l'article 168, adopter des mesures d'encouragement à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États. Donc, on voit, c'est assez limité. Le paragraphe 6 habilite le Conseil à adopter des recommandations, mais uniquement dans le cadre de ses compétences. Enfin, le paragraphe 7 vient souligner l'autonomie dont doivent disposer les États membres dans le domaine de la santé. L'action de l'Union doit respecter les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture des services de santé et les soins médicaux. Par rapport à la première problématique qui était soulignée par M. Loup, je signalerai aussi que l'Union européenne peut parfaitement adopter des mesures intéressant à la santé publique dans le cadre de ses autres compétences, puisqu'il y a une disposition transversale qui indique que l'Union européenne qu'un niveau élevé de protection de la santé publique doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de l'Union, notamment toutes les politiques du marché intérieur. Et c'est ainsi qu'avant même le traité de Lisbonne, qui a prévu la réglementation en matière de médicaments et de dispositifs médicaux, il y avait déjà des réglementations de l'Union qui se fondaient à l'époque sur l'article 95 du traité CE. Et donc, je confirme là, avant de venir à ce qu'a fait l'Union européenne, je confirme là l'analyse de M. Loup. En réalité, il n'y a pas un quelconque besoin de modification des compétences de l'Union pour le premier problème qui était souligné, à savoir
est-ce que les mécanismes de certification sont oui ou non adéquats? Il y a là simplement à savoir si ça fait partie des priorités de l'Union européenne, de la Commission européenne, et est-ce que les textes qui existent peuvent être modifiés ou leur mise en œuvre adaptée de manière à répondre aux questions qui ont été posées. Et en fait, je vais maintenant rapidement analyser quelle était l'action de l'Union européenne, comment l'Union européenne a-t-elle mobilisé les compétences dont elle dispose depuis le début de la crise du Covid-19. On va voir qu'elle est loin d'être restée inactive. C'est déjà le 7 janvier que la Commission a activé un système d'alerte précoce et de réaction qui est prévu par une décision du Parlement européen du Conseil du 22 octobre 2013, qui se fonde donc sur l'article 168, paragraphe 5 dont je vous ai parlé. Et puis, le Conseil a activé un dispositif intégré de l'Union pour une réaction au niveau politique. Alors, pour ce qui concerne les équipements de protection individuelle, la Commission européenne, si elle n'a pas pris les mesures telles que le souhaite M. Loup, a quand même pris toute une série de mesures pour essayer de faire face à cette pénurie que tout le monde connaît. D'abord, elle a, au titre de ses compétences, au titre des marchés, de l'union douanière et du marché intérieur, elle a exigé que les exportations de ces équipements de protection individuelle en dehors de l'Union soient soumises à une autorisation d'exportation. Et à l'inverse, elle a exonéré des droits de la TVA et des droits de douane les importations d'équipements médicaux et de protection, ainsi que les kits de dépistage et de vaccins. Ensuite, le 19 mars, elle a créé, et ce n'est pas au titre spécifique des compétences en matière de santé, mais plutôt au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, elle a créé une réserve stratégique de matériel médical, notamment de respirateurs et de masques de protection. Et en parallèle, elle a activé un mécanisme qui permet de faire un accord de passation conjointe de marché relatif à ce qu'on appelle ces contre-mesures médicales, c'est-à-dire tout le matériel médical, mais aussi les vaccins. Et donc, cela a permis aux États membres qui le souhaitaient d'acheter en commun un achat coordonné par la Commission européenne des équipements de protection individuelle, des respirateurs et des dispositifs de dépistage. Alors, il y a eu la recommandation dont a parlé M. Loup et donc sur lequel je ne reviens pas, mais la Commission a encore essayé d'adopter d'autres mesures. Elle a publié des orientations pratiques le 3 avril pour essayer de soutenir la coopération transfrontalière en matière de soins de santé. On sait que ça a été un des grands problèmes, les hôpitaux étaient débordés et donc la Commission européenne s'est déclarée de pouvoir se mettre à la disposition des États membres pour pouvoir faciliter le traitement transfrontalier des patients et le déploiement du personnel. Et elle a mis en place des systèmes permettant de faciliter le transport des patients notamment. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup été, cet appel, cette offre de service n'a pas toujours été fort écoutée par les États membres qui ne sont pas passés nécessairement par la Commission européenne. Alors, on parlait des tests de diagnostic, M. Loup parlait des tests de diagnostic. La Commission a adopté des lignes directrices relatives à ces tests pour voir quels étaient le type de tests et aussi aux instruments qui permettent de mesurer la performance de ces tests. Dans un autre domaine, la Commission a lancé une plateforme européenne de données sur la pandémie pour pouvoir recueillir et partager des données de recherche disponibles. Toujours pour assurer une meilleure disponibilité des dispositifs médicaux, il faut savoir qu'il y a un nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux, que la mise en œuvre de ce règlement aurait encore compliqué la disponibilité
porter atteinte encore plus à la disponibilité de ces dispositifs médicaux. Et donc, il a été décidé de reporter d'1 an la mise en œuvre de ce règlement. Alors, ça peut avoir un aspect positif, ça peut aussi peut-être avoir un aspect négatif, parce que peut-être qu'une partie des réponses aux questions qui sont posées, par exemple, par M. Louf, se trouverait dans la mise en œuvre de ce règlement qui, je crois, est beaucoup plus adapté à la réalité que l'actuel règlement, mais là, il a fallu faire des arbitrages par rapport à l'urgence. Il y a aussi eu une désorientation destinée à faciliter la libre circulation des travailleurs, des professionnels de la santé pour faire face à la pénurie. La Commission a admis une plus grande souplesse dans les conditions dans lesquelles des professionnels de la santé peuvent aller, notamment en simple libre prestation de services, travailler à l'étranger. Mais on sait que c'est un sujet très délicat parce qu'évidemment, faciliter la circulation, accéder plus facilement aux professions de la santé, on sait que ça ne plaît pas très fort aux professionnels de la santé. On a vu toutes les manifestations qui ont eu lieu quand en Belgique, à certains moments, on a voulu ouvrir certains actes à certains non-professionnels, enfin, en sortant des clous de la directive qui permet la reconnaissance des titres professionnels. On est donc là devant un sujet qui est un sujet très difficile. Jusqu'où peut-on renoncer à ces qualifications qui sont là quand même dans un but de santé publique pour faire face à une pénurie? Alors, j'en viens au vaccin. Je crois que c'est un axe très important de l'action de la Commission européenne et elle est facilitée par le fait que le vaccin est un médicament, est considéré comme un médicament préventif. La Commission a adopté le 16 juin une stratégie commune. Et cette stratégie commune comprend 2 axes. Le premier axe, on en a beaucoup parlé, je crois qu'il est extrêmement important, c'est que j'avais bien parlé de ces contrats communs, mais on va un pas en avant ici, à savoir que pour la première fois à ma connaissance, la Commission organise une procédure de passation de marché centralisée, entièrement coordonnée par la Commission européenne pour les États qui le souhaitent. Et on sait, par exemple, que tous les États ne l'ont pas souhaité. C'est peut-être pas anodin de signaler que la Hongrie n'a pas voulu s'associer à ce processus. Et comme la presse en a beaucoup parlé, à ce jour, la Commission européenne a conclu 5 contrats de préachat avec 5 firmes différentes, avec différents types de vaccins pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis, l'autre axe, c'est que, évidemment, dans l'urgence, on a voulu fortement accélérer la procédure, et on sait que c'est aussi un sujet qui est très fort débattu maintenant, pour aller plus vite dans la procédure de mise en œuvre d'élaboration des essais cliniques, de la mise au point, de l'autorisation et de la disponibilité des vaccins. Alors, il existe déjà toute une série de disponibilités et de facilités dans le règlement actuel qui ont été utilisées à un maximum. Et à cet égard, je voudrais d'ailleurs en profiter pour tordre le cou à quelque chose qui a été affirmé par le Royaume-Uni, par le ministre. Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne qu'il a pu déjà autoriser. En réalité, le Royaume-Uni n'a fait qu'utiliser une possibilité offerte par la réglementation existante qui est d'avoir une autorisation provisoire. Mais il faut aussi savoir qu'il l'a fait alors qu'il n'y a pas encore d'autorisation par l'autorité européenne des médicaments et que les autres États ont préféré, par prudence sanitaire, en vertu du principe de précaution, attendre effectivement qu'il y ait eu cette autorisation centralisée pour ne pas prendre le moindre risque. Et sur cette base, comme on sait qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont des vaccins, on dit ARN dirigés ou alors aussi en utilisant certains types, on s'est rendu compte qu'on allait utiliser probablement des OGM ou d'autres éléments, que ce n'était pas bien réglementé par la réglementation actuelle. Et en urgence, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 15 juillet un règlement qui permet justement de faciliter la mise sur le marché de ces vaccins innovants.
ça ne plaît pas à tout le monde, un recours par évidemment tous les milieux anti-vaccins notamment, mais d'autres, un recours a été introduit en octobre contre ce règlement, en reprochant à ce règlement de à la fois ne pas voir les questions d'environnement, parce que dès qu'on parle d'OGM, on pense à la problématique de l'environnement, et aussi la précaution en matière de santé. Plusieurs personnes, le tribunal sera amené à se prononcer. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais il y a encore une communication sur comment préparer mieux les systèmes de santé en cas de nouvelles flambées. Ça, c'était le 15 juillet quand ça commençait à aller mieux. La Commission, dans la foulée de sa première communication de juin, a publié une communication sur certains éléments clés que devraient prendre en considération les États membres pour leur stratégie de vaccination et de déploiement des vaccins. Quel est l'ordre dans lequel on devrait vacciner, comment on devrait faire des campagnes par rapport au public, etc. La Commission avait défini un certain nombre d'éléments. Alors, autre élément, on sait tous que maintenant, il existe ces applications de traçage pour des personnes contaminées. Chaque État a son application, mais depuis le 19 octobre, la Commission européenne a mis en service un système qui devrait permettre l'interconnexion et la compilation des données transfrontières de ces différentes applications. Alors, toujours à propos, cette fois-ci, des tests, eh bien, la Commission a adopté une recommandation concernant l'utilisation des tests rapides de détection d'antigènes. On sait qu'il y a deux types de tests et donc la Commission recommande ou essaie de voir dans quelle mesure les États membres pourraient plutôt utiliser les tests antigéniques plutôt que les tests plus classiques comme PCR. Enfin, tout récemment, la Commission a publié une communication concernant des recommandations sur ce qu'on appelle les mesures non pharmaceutiques, c'est-à-dire toutes ces recommandations quant au comportement individuel, les règles de distanciation, les rassemblements, etc., de manière à inciter les États membres à adopter des mesures qui soient plus ou moins similaires. Donc, on voit pas mal de choses existent, mais la Commission européenne elle-même a reconnu que c'était insuffisant. Et donc, la Commission elle-même affirme qu'il est nécessaire de prendre des nouvelles mesures fermes pour soutenir la coopération et la coordination entre les États membres, pour justement améliorer la prévention des maladies humaines graves, la lutte contre la propagation par-delà les frontières, et lutter contre ces menaces transfrontières graves sur la santé pour préserver la santé et le bien-être des citoyens. La Commission a pris toute une série d'initiatives. Déjà, elle a déposé une nouvelle proposition pour un nouveau programme d'action dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et on retrouve des priorités bien connues comme les menaces transfrontières, améliorer la disponibilité des médicaments, des dispositifs médicaux, de contribuer à les rendre abordables, soutenir l'innovation, et aussi renforcer les systèmes de santé et le personnel de santé, notamment par la transformation numérique et pour une action intégrée et coordonnée accrue des États. Mise en œuvre de bonnes pratiques, partage de données, voilà, ça c'est le programme qui est un programme qui est financé par un fonds européen. Et puis, il y a effectivement les deux dernières communications en date de la Commission qui ont été évoquées par M. Loup à la fin de son exposé. Il y a la communication du DDSA intitulée « Construire une Union européenne de la santé, renforcer la résilience de l'Union face aux menaces transfrontières pour la santé ». Cette communication est accompagnée de 3 propositions législatives. La première veut élargir le rôle de l'Agence européenne des médicaments pour lui donner plus de compétences, mais là, par rapport à ce qui a été évoqué, je soulignerai que ce n'est pas l'Agence européenne des médicaments qui est compétente, en tout cas pas pour certainement pas pour les dispositifs de protection personnelle et même pour les dispositifs médicaux
il y a une distinction entre les dispositifs médicaux et les médicaments, mais on penserait notamment dans cette position donner plus de compétences, y compris pour les dispositifs médicaux, à l'Agence européenne des médicaments. L'autre, c'est renforcer le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des médicaments pour qu'il y ait progressivement qu'il apporte plus de soutien pratique aux États membres en termes de surveillance épidémiologique et aussi de recommandations scientifiques concernant les mesures sanitaires appropriées. Enfin, il y a une troisième proposition qui vise à adopter un nouveau règlement qui remplacerait la décision dont j'ai déjà parlé du 22 octobre 2013, de manière à établir un cadre plus complet pour finalement aboutir à l'élaboration d'un cadre obligatoire de préparation, surveillance et évaluation des risques et alertes précoces. Enfin, la Commission annonce qu'elle envisage à plus long terme la création d'une autorité de l'Union de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. Le but, c'est de soutenir la capacité de l'Union pour faire face à toutes les menaces transfrontières, aux maladies émergentes, avec un volet recherche pour parler des innovations biomédicales et un volet réserve pour avoir les capacités de développer et de stocker des composants essentiels. Donc voilà, ces propositions qui visent essentiellement à renforcer la réponse de l'Union face aux crises sanitaires. D'abord, je dirais, elles ne répondent pas directement, en tout cas pas toutes, aux préoccupations qui ont été émises, mais évidemment, leur limite, c'est qu'elles se situent dans le cadre des dispositions actuelles des traités. C'est bien mis. Et donc, à l'heure actuelle, la création de l'Union européenne de la santé ne s'accompagne pas, en tout cas pas en ce moment, d'un débat sur les compétences de l'Union en matière de santé publique. Or, pour moi, le principal problème, c'est que, et vous l'aurez vu dans toutes les mesures que j'ai énoncées, en fait, la Commission peut seulement formuler des recommandations, ou parfois c'est le Conseil, mais tout le monde sait que l'objet même des recommandations, c'est que ce n'est pas obligatoire et que les 27 ne sont pas obligés de suivre. Et là, aussi, des appels à la coordination. Et là, force est de constater que, en dépit de toutes ces recommandations, en dépit de tous ces appels à la coordination, les États membres ne se sont pas mis d'accord sur les mesures sanitaires à prendre, ni sur leur rythme de mise en place. Et c'est particulièrement vrai pour toutes les interventions dites non pharmaceutiques, c'est-à-dire toutes les mesures sur la société. Et la difficulté, c'est que si il y a insuffisance de coordination, il n'existe toujours pas la moindre possibilité pour l'Union européenne de prendre elle-même des mesures de santé publique. Alors, quelle pourrait être la réponse à ça? Et je vais terminer par ça. Une première piste qui n'est pas beaucoup évoquée. Alors, je dis, il y a deux pistes. La première piste dont j'ai parlé, c'est éventuellement une révision des traités. Je vais y revenir tout de suite. Mais avant même de faire une révision des traités, en préparant cet exposé, une réflexion m'est venue dans d'autres domaines. Je pense à l'emploi, je pense à l'éducation, je pense toute une série. Quand on voyait la fameuse stratégie de Lisbonne et celle qui a suivi, avait essayé pour les domaines de compétences dans lesquels l'Union n'avait pas de compétences partagées, n'avait pas de compétences normatives, il y avait cette méthode qui a un peu perdu, est un peu sortie de mode maintenant, qui était la fameuse méthode ouverte de coordination, mais qui malgré tout introduisait un espèce de contrôle par les pairs. Et je me demande, en attendant une révision des traités, face à ce constat qu'il y a une insuffisance très importante de coordination, que les recommandations ne sont pas toujours suivies, si on ne pourrait pas, à minima, penser à renforcer, à booster, pour utiliser un anglicisme, ce système, par l'introduction d'une forme de méthode ouverte de coordination dans lesquelles il pourrait y avoir, à l'image de ce qui se fait actuellement pour l'état de droit, où il y aurait un espèce de rapport sur les bonnes pratiques, sur ce qui se fait,
qui ferait l'objet d'une discussion au sein du Conseil pour voir jusqu'à quel point les États membres respectent les recommandations qui ont été adoptées. Ça pourrait déjà être un premier point. Évidemment, si on veut aller bien au-delà, il faudrait réviser les traités. Alors, est-ce que c'est envisageable? On sait que ce n'est pas l'heure, pour le moment, l'heure n'est pas à une révision des traités. Et d'ailleurs, certains diront, quand la maison brûle, c'est le pompier qu'on appelle et ce n'est pas l'heure des débats institutionnels. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas totalement fermer cette porte parce que finalement, l'histoire de la construction européenne nous apprend que les principales évolutions qu'on a connues, en particulier dans le domaine de la santé, sont les conséquences de crises sanitaires graves. C'est la crise de la vache folle qui a convaincu de confier à l'Union européenne une compétence partagée pour tout ce qui concerne les ONI, à la différence des pandémies humaines. Et aussi, c'est la crise du sang contaminé qui a amené l'introduction de compétences en matière justement de sang. C'est la pandémie de la grippe H1N1 qui a finalement introduit ce concept de surveillance des menaces transfrontalières graves pour la santé. Et il faut se dire que sans l'échec du traité constitutionnel, on aurait même pu déjà avoir une compétence partagée en la matière. Et peut-être on pourrait imaginer que l'on fasse ce pas-là maintenant, d'autant plus que le Covid, je ne sais pas toujours, il faut dire, je ne comprends pas pourquoi une maladie doit nécessairement être féminin. Il y avait ça avant pour les tempêtes et les ouragans qui portaient toujours des noms de femmes. Je ne sais pas pourquoi, dès que c'est négatif, il faudrait y mettre un féminin, mais ça, c'est une petite digression de ma part. Et donc, peut-être que l'on pourrait, à cette très grave crise, envisager quand même une révision des traités. Et alors là, ça pose une question, c'est le périmètre de cette révision. Est-ce qu'on va uniquement se limiter à ces menaces transfrontières, à ces pandémies internationales, comme d'ailleurs les différentes propositions de la Commission pour le moment, même à traité constant, c'est là-dessus que les propositions de la Commission se concentrent, ou bien est-ce qu'il faut envisager une réforme plus large du domaine de la santé publique dans l'Union européenne? Dans le premier cas, ce serait beaucoup plus simple, évidemment, et on pourrait avoir un accord, mais ça aurait l'inconvénient de ne pas aborder tous les problèmes que la crise de la COVID-19 a mis en lumière, ou que le COVID-19 a mis en lumière, comme notamment tous les problèmes des failles ou des systèmes hospitaliers. En réalité, tout le monde reconnaît, outre les problèmes bien concrets qui ont été mis, que en partie, et c'est d'ailleurs une critique est faite, dire oui, on est obligé de prendre des mesures extrêmement strictes parce que si les hôpitaux ne sont pas en mesure de répondre à cette pandémie, c'est parce qu'ils ont été structurellement sous-financés, structurellement mal organisés, qu'il y a des zones entières dans lesquelles il n'y a pas d'hôpitaux. Alors là, est-ce qu'il serait envisageable d'avoir une action de l'Union européenne en la matière? Je reconnais que c'est extrêmement difficile, tant les États membres s'arc-boutent sur leurs compétences en matière d'organisation des soins de santé, d'organisation des systèmes hospitaliers. Et là, peut-être que l'on peut revenir au titre même de la conférence. Et par rapport aux deux choix qui étaient donnés, je laisserai à chacun le soin de choisir. Et cela termine mon exposé. Merci beaucoup, Monsieur et Madame Denis, pour vos deux interventions qui, je pense, se complétaient vraiment très bien, puisqu'on a vu les difficultés qui ont surgi au niveau national et puis les attentes que, en particulier, les citoyens peuvent avoir vis-à-vis de l'Union européenne. Et puis d'un autre côté, l'Union elle-même, quels sont en définitive ses leviers? Et face à ça, on est un petit peu dans la situation assez particulière où à la fois au niveau national, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut davantage d'intervention de l'Union, mais où en réalité l'Union elle-même est confrontée peut-être à un manque de coopération ou de suivi de la part des gouvernements nationaux
qui, ainsi que cela vient d'être évoqué, ne prennent pas nécessairement en compte les recommandations qui sont émises au niveau du Conseil et ou de la Commission. Alors, on va donc maintenant ouvrir la discussion. Donc, je vous invite, pour ceux d'entre vous qui nous suivent et qui souhaitent poser une question, à lever la main ou à vous manifester dans le chat.